Sur cette histoire géologique, on va s'intéresser à une zone géographique restreinte par rapport au territoire du géoparc. On va vraiment regarder le Grand Briançonnais, Écrins et Queyras. Et à travers ces différents reliefs, tels que les écrins, le chenaillé, le bric-boucher, Queyras, ou le galibier, le sommet donc, de la vallée de la Guisane, nous allons voir des montagnes différentes, des formes différentes, des roches différentes, et mis bout à bout, indice après indice, nous allons voir plus de 300 millions d'années d'histoire. Donc cette histoire, on va commencer avec un objet géologique très surprenant. Cet objet géologique, c'est le massif du Chenaillé. Donc on voit ce point bleu donc sur la commune à la fois de Servières au sud et de Montgenèvre au nord. Donc ce Chenaillé attire des géologues, mais pas que, de France entière, et on pourrait même dire du monde entier. Ce massif du Chenaillé, il est vraiment géologiquement exceptionnel. Donc ce Chenaillé, le voici. Donc on a son sommet ici, qui culmine à 2650 mètres d'altitude, c'est-à-dire pas le plus haut sommet de la région, et un sommet quand même un peu particulier. Regardez sa forme. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants et que vous leur demandez « dessine-moi une montagne », généralement on aura droit à un magnifique triangle, un magnifique pic. Donc des montagnes telles quelles, on en a quand même énormément autour de Briançon. Mais on a également ce Chenaillé tout arrondi, donc particulier. Donc ce Chenaillé, on voit même des zones apparaître. On a ici le col de la cabane des douaniers, où on voit le relief en premier plan assez vallonné, très végétalisé. Enfin très végétalisé, plus que le reste de la montagne en tout cas. Beaucoup de genévriers, beaucoup d'herbes, un peu quelques arbres, mais là, comme on disait ce matin, à faire attention, ça a été énormément déboisé pour pâturage, donc il y a quelques arbres qui reviennent, mais ça prend du temps. Mais en tout cas, une zone plus végétalisée, avec ici et là, où on voit un petit peu des élèves, des taches plus sombres. Puis quand on prend l'arête, on est encore une fois dans quelque chose d'assez arrondi, mais on voit quand même quelque chose d'un peu ciselé. On devine un peu des blocs qui descendent le long de cette arête, des blocs assez clairs. Et quand on arrive vers le Chenaillé, moins de blocs, des roches plus sombres. Donc là, on a déjà 3 zones qui se présentent, et on va faire comme si on allait sur place, on va voir les zones les unes après les autres, d'abord les roches sombres, puis on va monter le long de l'arête, ces gros blocs assez clairs, et on finira au sommet sur ces roches qui paraissent plus petites et donner des éboulis assez fins. Donc on va utiliser un magnifique sentier géologique. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est une très belle balade. On va se rapprocher de la cabane des douaniers et on va se rapprocher vraiment de ces zones assez sombres. Les roches des zones sombres, les voici. Donc à la patine, c'est-à-dire qui subit les affres du temps, vous allez avoir souvent une couleur assez rouille. Et à la cassure, on voit une couleur bien plus sombre. Donc on va vraiment faire un zoom plutôt sur la partie cassure et on va tomber sur cette roche. Donc cette roche, essentiellement un fond noir, et ce qui apparaît ici brûlé à l'image, des minéraux brillants. Donc ces minéraux brillants, c'est ce que l'on appelle des pyroxènes, et on est vraiment sur une roche que l'on appelle la serpentinite, caractéristique du Chenaillé. Mais dans serpentinite, on entend quand même le préfixe serpent. Quand on regarde cette roche, serpent, ça ne ressemble pas trop. Mais à certains endroits sur le Chenaillé, notamment plutôt côté Italie, vous avez ces serpentinites qui apparaissent bien vertes, un peu veinées de noir, et on parle de patine peau de serpent. D'où l'impression d'avoir une peau de serpent, le nom serpentinite. Mais pour l'instant, tels que les premiers géologues qui sont passés sur le Chenaillé, serpentinite, on ne sait absolument pas ce que c'est. Donc on va continuer à monter un peu à la recherche d'informations. Nous étions vers le col, au niveau de la cabane des douaniers, on va emprunter l'arête ouest, direction le sommet. Donc voici cette arête.
on voit que l'on s'avance vraiment au milieu de ces gros blocs. Et si on fait un zoom sur ces gros blocs, vous allez avoir une roche bien plus claire. On va retrouver ces parties sombres qui tout à l'heure à l'image étaient brûlées, c'était ces petits pyroxènes brillants. Mais on va avoir également ces minéraux bien blancs, blanc laiteux, parfois un petit peu en tablette. Donc cette description, les minéraux blancs laiteux, plagioclases, plus les brillants pyroxènes, ça nous donne une autre roche, le gabbro. Et ce gabbro, par endroits, va présenter même des belles petites teintes vertes. Ce qui a amené les premiers géologues, les géologues italiens, à faire un paquet de ces roches. La serpentinite est un peu verte, cette roche, le gabbro, est un peu vert, et la troisième au-dessus est également verte. Ils ont fait un gros paquet, les rocce verde, les roches vertes. Mais ils ne savaient absolument pas, comme vous pour l'instant, comment elles s'étaient formées et qu'est-ce que ces roches cherchaient à nous raconter. Donc on va continuer notre petite excursion. On était au centre de cette arête ouest, on se rapproche du sommet, et sur le sommet, on va avoir ce type d'affleurement. Donc une roche un peu différente, et on a l'impression même d'avoir plutôt un amas de roches posées les unes par-dessus les autres. On a vraiment l'impression d'avoir une roche ici, une roche là, une autre là, une ici. Et si on fait un zoom, vous allez avoir ces formes qui apparaissent, c'est-à-dire des formes vraiment très douces, très arrondies. Cette roche, le géologue l'a appelée un basalte, et à cause de cette forme soit très arrondie ou un peu en tube allongé, des basaltes en coussin. Ou vous connaissez peut-être également le terme anglais de pillow lava. Pillow pour oreiller, lava, lave, donc lave en coussin. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas comment ça se forme. Mais en tout cas, ça présente des reliefs très typiques. On a vraiment ici l'image caractéristique dans tous les livres scolaires. Vous avez ces basaltes en coussin qui forment des falaises magnifiques. On a vraiment cette impression d'arrondi, un peu de nuages moutonneux ou de moutons tout court. On est ici au Colle Vert, à la frontière avec l'Italie, avec ces falaises mondialement connues de basalte en coussin. Donc pour savoir un petit peu comment ces basaltes en coussin, ces gabbros, ces serpentinites se sont formés, il faut s'éloigner un petit peu du chenaillé et aller dans les océans. On peut utiliser par exemple ce Nautilus pour aller voir le fond des mers et des océans, océans en l'occurrence, et vous allez réussir à photographier ou filmer ce type de formation, où on revoit ces formes très agrandies ou ces tubes. Et si on fait un parallèle avec une photo prise au fond de l'océan et une photo prise au chenaillé, on a strictement les mêmes formes. Les seules différences, vous êtes au moins à moins de 1000 mètres d'altitude, sous l'eau, vous êtes à plus de 1000 mètres d'altitude, vous allez sur ces basaltes en coussin trouver, ma foi, peut-être des petits poissons qui nagent au-dessus. Ici, vous aurez des lichens qui poussent naturellement en espace montagnard, mais en tout cas, d'un point de vue chimie et roche, elles sont strictement identiques. Donc on s'aperçoit qu'au sommet du chenaillé, on a un fragment de morceau d'océan au sommet de cette montagne. Donc on peut se poser la question, d'où vient cet océan? Pourquoi a-t-on un fragment d'océan dans la chaîne de montagne? Est-ce qu'il faut incorporer un océan pour faire une chaîne de montagne? Donc ça laisse beaucoup de questions en suspens. Et pour comprendre mieux cette histoire, on va faire justement un petit peu d'histoire. Donc si vous étiez né au début des années 1900, vous auriez appris des choses bien différentes. Dans les manuels scolaires des années 1900, pour expliquer la formation de la Terre, des continents, des montagnes et des océans, la théorie de la pomme flétrie était utilisée.
Donc imaginez une pomme que vous oubliez dans un coin de votre cuisine, qui va vieillir, se flétrir, sa peau va former des petites bosses, des petits creux. Eh bien, à l'époque, on pensait que c'était exactement la même chose. Depuis une phase stellaire, c'est-à-dire une boule de magma qui va refroidir, on va avoir ce qu'on appelle des roches primitives à la surface, donc on a une mince croûte qui se forme, et cette mince croûte, en vieillissant, en refroidissant, va se contracter, formant ainsi des creux qui seront des futures mers, océans, des petites bosses qui feront des futurs continents ou chaînes de montagnes. Donc cette idée a depuis été bien oubliée, je pense que vous en aviez même peut-être jamais entendu parler. Et elle a été oubliée notamment dans les années 1912 où petit à petit une nouvelle théorie est apparue. La théorie de la dérive des continents apportée par ce monsieur, Alfred Wegener, un météorologue allemand, qui proposait que les continents actuellement, eh bien, n'ont pas eu toujours cette place à la surface du globe. Il a imaginé que ces continents étaient capables de bouger les uns par rapport aux autres. Et ça, c'était une grande théorie nouvelle, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on appelle le fixisme qui prédominait, c'est-à-dire la Terre a été et sera toujours la même. Et lui, au contraire, il proposait que ces continents pouvaient bouger, jusqu'à il y a environ 250-300 millions d'années, n'en former qu'un seul et unique. Donc sa théorie, autant vous dire qu'elle n'a pas été très bien reçue. Le problème de sa théorie, en tout cas, ça n'a pas été que scientifique. Le premier, c'était un météorologue. Il s'attaquait à un problème de géologie, mais aussi de physique. Parce que quand on dit un continent bouge, il faut être solide sur la physique pour dire pourquoi ce continent bouge. Donc il était météorologue, il n'a pas été bien reçu par les physiciens ni les géologues. En plus, il était allemand, dans un contexte parfois un peu tendu à cette époque-là. Les physiciens anglais notamment sont tombés sur lui et ont totalement mis à plat sa théorie parce qu'effectivement, d'un point de vue physique, c'était pas très solide. Il imaginait que les continents bougeaient grâce à la force de rotation de la Terre ajoutée à la force de marée, c'est-à-dire l'attraction lunaire. Mais les physiciens lui ont dit que c'est au moins 1 milliard de fois insuffisant pour faire bouger des continents et tout le reste a été évacué. Et tout le reste, qu'est-ce que c'est ? La première chose, c'est déjà un paramètre de forme. Qui n'a jamais remarqué que l'Amérique du Sud et l'Afrique forment un magnifique puzzle qu'on peut facilement enclencher ensemble. Pour les autres continents, c'est pas aussi simple, mais Antarctique, Australie, ça marche très bien. Mais en tout cas, on y arrive quand on résout un peu le problème des plateaux continentaux. Mais d'autres arguments, c'était par exemple la répartition des fossiles. C'est contemporain, parce que Wegener, c'est vraiment une synthèse d'observations de nombreux scientifiques. Ces contemporains avaient notamment vu un fossile, un Cynognathus, où il y a une petite photo ici, qui paraît tout mignon, mais du coup, il faut imaginer un reptile avec des belles griffes et des belles grandes dents, qui vivait au même moment, ici en Afrique, et là, en Amérique du Sud. Et si on reprend le planisphère actuel, ce Cynognathus, qui même dans un lac se débrouillait pas très bien, n'a absolument pas pu traverser l'océan Atlantique en entier. Mais si on remet les continents ensemble, l'aire de répartition prend tout son sens. Donc il y a eu des détracteurs sur la physique, mais il y a eu des détracteurs également sur ce paramètre fossilifère. À l'époque, début des années 1900, le mythe de l'Atlantide est quelque chose qui fait rêver et dont on parle beaucoup. Donc il y a une théorie qui accourt à ce moment-là, c'est si ça a traversé, c'est qu'à l'époque, ici, il y avait un pont continental qui, comme l'Atlantide, on ne le voit plus parce qu'il s'est effondré et il est maintenant au fond de l'océan. Donc ça a été des arguments qui ont été apportés pour contrer cette théorie de la dérive des continents qui, pour certains, les ponts continentaux sont assez rigolos quand même. Maintenant, c'est très facile de voir que les ponts continentaux n'existaient pas.
Si on avait un pont continental qui s'effondre, on devrait trouver des traces au fond de l'océan continental. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc les paramètres de forme et fossilifères étaient les principaux. Il y en avait d'autres, tels que d'anciennes structures de chaînes de montagne, d'anciennes structures d'érosion glaciaire, qui, une fois tous les continents remis ensemble, prenaient vraiment sens. Donc malheureusement pour lui, il a eu des détracteurs forts, et il est également mort très jeune en allant ravitailler une station polaire. Donc il n'a pas eu le temps de bien asseoir sa théorie et d'aller jusqu'au bout. Donc la dérive des continents, 1912, ça a été mis du coup un peu de côté. Mais entre 1912 et 2018, il y a eu beaucoup de choses. Notamment depuis les dernières guerres mondiales, il y a eu des avancées technologiques et surtout, il y a eu beaucoup d'exploration du fond des océans. Et la théorie qui a succédé à la dérive des continents, c'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Et on a l'habitude de dire que la tectonique des plaques est née au fond de l'océan. Donc ces nouvelles observations, qu'est-ce que c'est? C'est notamment une cartographie du fond des océans. Parce que pendant très longtemps, qu'est-ce qu'imaginaient les gens? C'était le continent, le plateau continental, le talus, la plaine abyssale toute plate, le talus continental de l'autre côté, continental, et de nouveau un continent. Et ils se sont aperçus avec ces explorations océaniques qu'au contraire, les plaines abyssales ne sont pas si plates que ça. Au final, on a au fond des océans des reliefs. Ici, on voit ces reliefs-là. On les voit se poursuivre ici. Ces reliefs qui, au final, font des véritables frontières, limites, dans les océans. Les géologues se sont également aperçus, grâce au GPS, que ces limites forment donc des limites de ce qu'on appelle des plaques, et que les plaques formées bougent les unes par rapport aux autres. Certaines, comme la sud-américaine et africaine, s'éloignent, on le voit avec cette flèche, l'une de l'autre. Avec des vitesses, c'est marqué ces chiffres, en millimètres par an. Donc on a des vitesses qui peuvent être très faibles, ça fait au final 3 cm par an. Pour les plus rapides, on est ici à presque 16 cm par an. C'est pas énorme, mais la géologie, la tectonique des plaques, est toujours rapportée à une échelle de temps en millions d'années. Effectivement, 3 cm par an, c'est pas beaucoup, mais 3 cm sur 1 million d'années, on arrive à plusieurs milliers de kilomètres. Et même si c'est pas énorme, ces mouvements peuvent poser problème quand même pour les quadrillages GPS et la précision GPS. Il y a quelques années, en Australie, ils ont recalibré tout leur GPS à cause de ce mouvement de l'Australie qui monte. Donc les vitesses de déplacement sont mieux connues. Et surtout, on a une meilleure compréhension de ce qu'il y a sous nos pieds. C'est-à-dire, de haut en bas, on a d'abord une croûte qui peut être soit continentale, soit océanique, et cette croûte, elle n'est pas forcément très épaisse. Sous l'Himalaya, ça va jusqu'à 75 km. Sous Paris, on est plus à 30 km pour la croûte continentale. La croûte océanique, c'est entre 5-15 km comme c'est marqué ici. Donc, sur les plus de 6000 km de rayon terrestre, c'est pas grand-chose. Une enveloppe, par contre, très importante, c'est celle juste en dessous, ici, que l'on appelle le manteau, qui a plusieurs divisions, mais nous, on va rester manteau. Ce manteau part donc sous nos pieds d'environ 45 km, jusqu'à près de 2900 km. Et quelque chose de très important à bien retenir, et si vous retenez juste une chose en quittant cette conférence tout à l'heure, c'est que ce manteau ici est solide. Et souvent dans l'imaginaire, et c'est peut-être votre cas, on imagine que sous notre croûte terrestre, on a des océans de magma. Vous avez peut-être même appris ça en classe.
Donc ça, c'est une idée qui est vraiment très répandue. J'ai moi-même en primaire appris qu'on avait un bel océan de magma. Et ça, on sait depuis la fin des années 1800 que c'est faux. Comment on sait ça? Comment on le sait? Parce que du coup, effectivement, on ne peut pas y aller, mais on utilise les séismes. Donc les séismes qui apparaissent donc soit dans la croûte océanique, soit dans la croûte continentale, envoient des ondes tout autour du foyer. Ces ondes vont à chaque changement d'interface, c'est-à-dire par exemple entre la croûte et le manteau, être réfractées en partie et remonter un peu plus loin. Donc on est capable de mettre en évidence des niveaux différents, donc notamment la discontinuité entre la croûte et le manteau, entre ces parties du manteau, mais surtout les ondes qui sont utilisées sont des ondes qui ne circulent pas dans un liquide. Donc si l'onde a pu traverser l'enveloppe, c'est que c'est solide et pas liquide. Ça, on est sûr. On est sûr. La seule partie vraiment liquide ici, c'est le noyau externe. Et le noyau interne étant lui-même solide, on l'appelle souvent la graine. Mais effectivement, dans l'imaginaire, c'est souvent plus simple. On a la religion catholique qui nous a, le christianisme qui nous a souvent du coup induit un peu en erreur avec leurs représentations. Si on va en enfer, on descend sous terre et les représentations de l'enfer, il fait chaud et il y a souvent le feu des torrents de magma. Et puis également, pour expliquer les volcans, c'est bien plus simple. On a une croûte, il suffit de faire une fracture. Si on a un océan de magma en dessous, ça remonte par gravité et on a un magnifique volcan. Donc du coup, expliquer les volcans sont un petit peu plus complexes. Mais on y arrive. Et en tout cas, avec toutes ces nouvelles données, un modèle est né dans les années 70, la tectonique des plaques. Donc une des images de la tectonique des plaques, c'est celle-ci. Donc tout de suite, on arrive dans le compliqué. Moi, ce qui va surtout m'intéresser dans ce modèle de la tectonique des plaques, c'est que les géologues sont capables de reconstituer le balai des continents les uns par rapport aux autres. Et ce balai, on va pouvoir en faire une vidéo. Donc cette vidéo, elle est juste là. Hop, on va l'ouvrir. Donc cette vidéo, si vous avez visité le musée, vous l'avez peut-être vue. Cette vidéo reprend les 250 derniers millions d'années, les petits chiffres qui défilent en bas à gauche, et vous présente l'évolution de la position des continents petit à petit. Donc on va la regarder plusieurs fois, d'abord d'une manière un petit peu générale, et puis après on se concentrera sur ce qui nous intéresse plus particulièrement, la zone alpine. En tout cas, on a vu cette remontée sacrément rapide de l'Inde, qui a créé du coup par collision la chaîne himalayenne. Donc vous voyez cette rapidité, ça explique la violence de la collision et surtout la hauteur du coup de l'Himalaya. Alors qu'au final, la collision... comment on relance ? La collision européenne, vous l'avez peut-être même pas vue tellement elle est petite. Donc là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'Europe était plus au sud, plus proche de l'équateur. On voit que l'Afrique-Italie s'éloigne de l'Europe. On voit du bleu entre les deux, un océan. Pourquoi il y a deux oranges différents? On va en parler juste après. On voit que l'Afrique, repoussant l'Italie, remonte vers l'Europe, que le bleu disparaît, l'océan disparaît, et on voit que l'Afrique qui pousse l'Italie vient percuter l'Europe, mais à une vitesse bien plus faible que l'Inde en Asie, d'où la différence d'altitude de nos chaînes de montagnes. Donc il y a effectivement deux marrons différents. Pourquoi ? Tout simplement parce que du coup, le marron foncé présente les lignes de côte telles qu'on les connaît, mais du coup, un continent, c'est pas juste la surface hors de l'eau. C'est également les plateaux continentaux qui sont composés des roches continentales et pas océaniques. Donc pour raisonner sur un continent, il faut regarder le continent dans son ensemble. Donc en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a plusieurs étapes.
Une première, le Briançonnais est proche de l'équateur. Une autre remonte vers ses latitudes. Une seconde, l'Italie et l'Afrique s'éloignent. On est dans un mouvement de divergence, les continents s'éloignent. Puis un deuxième grand mouvement, l'Afrique remonte vers l'Europe, mouvement de convergence. Et on peut voir que pour vraiment comprendre ce balai des continents, il ne faut pas regarder juste à un point sur Terre, mais il faut regarder la Terre dans son ensemble. Parce que si l'Afrique est remontée vers l'Europe, c'est tout simplement parce que l'océan Atlantique a fait des siennes. Au moment où l'Afrique-Italie s'éloigne de l'Europe, on voit l'Atlantique central qui s'ouvre. Au moment où l'océan Atlantique du Sud s'ouvre, on voit que le mouvement change et ça repousse l'Italie-Afrique vers le haut. On est donc en convergence entre Europe et Afrique. Donc tous ces mouvements, ça ne sort pas du tout d'un chapeau. Ce n'est pas un esprit un peu fantaisiste qui a imaginé ces mouvements. Tous ces mouvements sont visibles sur le terrain et je vous propose maintenant de faire des petites visites virtuelles sur le terrain. Donc ce qu'on disait, les épisodes de cette histoire, il y a deux étapes, deux mouvements essentiels. D'abord au début de notre histoire de la divergence, puis dans une seconde partie de la convergence. L'Afrique s'éloigne d'abord, puis l'Afrique remonte vers l'Europe. Donc on va commencer, comme toute bonne histoire, par le début. Donc on va parler à la fin de l'ère primaire, c'est-à-dire il y a environ 300 millions d'années. Et on va commencer avec notre histoire, avec les roches donc, qui datent de cette époque, c'est-à-dire nous ici, les roches que l'on a en arrière-plan, les plus hauts sommets, bien enneigés, bien englacés, les écrins. Si on s'approche des écrins, on va voir essentiellement deux roches. La première, ici avec ces beaux cristaux rosés, que l'on appelle un granit, le même granit rose que l'on peut retrouver en Grande-Bretagne, en Bretagne tout court, en massif armoricain, accompagné d'une deuxième roche caractéristique, le gneiss. Donc ces deux roches, granit, gneiss, si vous vous amusez à creuser un grand trou sous nos pieds, ici jusqu'à 45 km de profondeur, vous allez trouver essentiellement des granites et des gneiss. Donc ces deux roches sont les caractéristiques de la croûte continentale. Donc notre début d'histoire commence sur un continent. Et sur un continent, des sédiments vont se déposer. Ces sédiments, certains devraient reconnaître cette photo, je l'espère. Vous êtes ici au-dessus de la maison de la géologie et du géoparc. Vous avez notamment sur cette image de bien visibles ces petites taches grises ou noir-grises. Ce sont des terrils d'ancienne exploitation industrielle de charbon. Donc si on va sur ces terrils, on peut suivre encore une fois un petit sentier magnifique de géologie qui va traverser donc ces terrils. Et sur ces terrils, on va pouvoir voir des roches, mais on va s'éloigner un peu des terrils et on va regarder les roches en place. Parce qu'au final, les terrils, c'est toutes les roches sorties des mines et mises en vrac sur des tas. Donc sur cet affleurement, on va continuer à faire un petit zoom. On va voir plusieurs roches différentes. La première ici, en haut, vous avez une roche formée par l'accumulation de gravier et surtout de galets bien émoussés, bien arrondis. Si vous cherchez actuellement des galets qui se déposent de manière naturelle, vous allez au fond de rivières par exemple. Donc on sait qu'à l'époque on devait avoir des rivières. Si vous regardez la roche d'en dessous, on a l'impression d'avoir plein de petits points, semblables aux petits points qu'on retrouvait associés aux galets. Vous avez des tailles de grains plus petits, des grains de sable. Donc vous allez former soit des conglomérats, soit des grès. Donc si vous cherchez un endroit où se déposent naturellement des grains de sable, vous allez aller aussi dans des cours d'eau, mais avec une vitesse bien plus faible, ou alors carrément en bord de cours d'eau sur les plages. Donc petit à petit, on a un environnement qui apparaît. Des rivières,
des cours d'eau, des plages. Associé à une troisième roche, des schistes très feuilletés qui renfermaient le charbon, qui sont d'anciennes argiles. Si vous cherchez un milieu naturel où des argiles se déposent, vous pouvez aller au fond d'un marais par exemple. Donc l'eau intervient toujours, mais ce coup-ci, marais, l'eau est stagnante. Mais petit à petit, on a cet environnement, cet ancien environnement qui apparaît. Environnement que l'on va associer à de la végétation, avec notamment ici un fossile de tronc. Fossile de tronc dont il faut trouver l'espèce. Donc ces fossiles de tronc, il y en a de multiples. Ici, on est au site de la Combarine. Et ces troncs, c'est tout simplement des fossiles de fougères. Sauf que ces troncs font au moins 30 cm de diamètre et qu'on s'éloigne fortement de la fougère typique des Alpes, qui, si déjà elle arrive jusqu'au genou, est une belle fougère. Mais une fougère avec un tronc de 30 cm de diamètre, il va plutôt falloir la chercher, par exemple en Indonésie ou à La Réunion. On va avoir des arbres, des fougères arborescentes, qui témoignent à l'époque d'un climat bien différent, un climat plutôt chaud et humide de type tropical. Donc les fossiles de fougères, ce n'est pas forcément les plus simples à trouver. Si vous allez sur les terrils des anciennes mines, vous allez surtout trouver ce type de fossiles. C'est-à-dire plein de lignes parallèles les unes aux autres, qui forment des petites cannelures, avec des démarcations perpendiculaires. On a des segments emboîtés les uns dans les autres. Et ces fossiles, ça se rapproche tout simplement des prêles des champs actuellement. On retrouve exactement la même chose. Cette tige cannelée présentant des segments emboîtés les uns dans les autres. Mais c'est pareil, la prêle, 20-30 cm, alors que les fossiles que l'on trouve de calamite pouvaient atteindre plusieurs dizaines de mètres. Donc on est vraiment dans un climat très différent. Et mis bout à bout, le géologue va être capable de dessiner un véritable paléo-environnement, donc de l'époque. Paléo-environnement qui, pour être plus précis, on peut aller dans le Guil avec des roches ayant sensiblement le même âge. Ici, sur la droite de l'image, bien violettes, que l'on appelle des rhyolites, et qui sont tout simplement des roches témoignant d'anciennes coulées volcaniques. Donc sur notre dessin, on devrait rajouter un petit volcan. Et ce dessin, on peut faire ceci. Donc tous ces sédiments, argile, grès, argile, sable, gravier, sont issus d'une ancienne chaîne de montagnes, pas les Alpes, une chaîne de montagnes qui était là avant, en train de se faire éroder. Certaines de ces montagnes, comme celle-ci, fument, on avait donc des volcans, et ces sédiments étaient amenés vers des marais, autour desquels poussait de la végétation, type, ici on reconnaît la calamite, ici on va reconnaître la fougère arborescente. La seule chose qui nous manque ici sur cette image par rapport aux fossiles que l'on a dans le Briançonnais, ça va être la faune, avec notamment des libellules géantes, les méganeuras, 50 cm d'envergure, des beaux insectes. Donc le point de départ de l'histoire alpine, c'est ça. Un vieux continent qui à l'époque, comme Wegener nous l'a montré, était unique, donc un seul et unique continent, la Pangée, sur lequel, au niveau de la zone alpine, future zone alpine, une vieille chaîne de montagnes en train d'être érodée. On a les traces de cette chaîne de montagnes encore actuellement, massif central, massif armoricain, avec notamment les monts d'Arrée en massif armoricain, 350 mètres d'altitude, qui à l'époque dépassaient les 6000. Donc une chaîne de montagnes vraiment en train d'être érodée. Et à partir de là, on va essayer de comprendre la présence du Chenaillier, c'est-à-dire l'océan. Donc voilà, à chaque fois on aura cette représentation que l'on appelle un bloc diagramme, avec ici en rouge la croûte continentale, où on voit donc un petit peu vallonner une ancienne chaîne de montagnes, un volcan, des rivières, et puis cette végétation type fougère arborescente. Et en dessous, ces deux marrons, c'est le manteau. On ne rentrera pas trop dans les détails.
Donc le premier épisode, on va parler d'arrivée de la mer. Donc cette arrivée de la mer, comment on va pouvoir le voir? On va se déplacer un tout petit peu, pas très loin, à côté de Presles, c'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici, tout en dessous du verrou de Rocher-Baron, vous avez un tunnel qui est actuellement en travaux, la route est barrée, comme dans beaucoup d'endroits du Briançonnais. Et en tout cas, dans ce tunnel de Presles, vous allez pouvoir observer au plafond ce type de structure qui, si on fait un petit zoom, ressemble à des véritables alvéoles d'un nid d'abeilles. Donc on se dit, il y avait des méganeuras 50 cm d'envergure, peut-être qu'à l'époque, il y avait des abeilles également gigantesques qui ont laissé des ruches gigantesques. Mais si on utilise un principe un petit peu différent, on ne l'a pas nommé tout à l'heure, qu'on appelle l'actualisme, on regarde ce qui se fait actuellement, on imagine que ça s'est fait exactement de la même façon dans le passé. Donc actuellement, des formes comme celle-ci, on en a. C'est par exemple ces fentes de dessiccation, donc les craquelures au fond d'une mare qui s'assèchent. Donc avec ces formes, ces alvéoles en nid d'abeilles, on sait qu'il y avait de l'eau sur les sédiments, eau qui de temps en temps s'évaporait. Et cette eau, en plus, on est capable de voir sur d'autres dalles sur le toit du tunnel cet aspect un petit peu tôle ondulé que vous avez peut-être vu dans le géodrome derrière la maison de la géologie. Cet aspect tôle ondulé, c'est tout simplement des petites rides de plage dues au battement des marées. Donc on a bien ici dans les Alpes, dans ces roches un petit peu plus jeunes que les précédentes, c'est-à-dire à environ 245 millions d'années, une preuve que de l'eau arrive, que cette eau de temps en temps peut s'assécher et que cette eau est soumise au battement des marées. Une question va rester, est-ce que cette eau est douce ou salée? Donc pour avoir la réponse, il faut aller dans des terrains du même âge un petit peu plus loin, notamment au col de l'Izoard, avec ces terrains très blanchâtres qui sont du gypse. Gypse, c'est-à-dire une des sortes de sel qui cristallise lorsqu'une mer s'évapore. Donc on a bien la preuve que l'on a de l'eau plutôt salée, sur une faible profondeur, soumise au battement des marées. Et dans l'actuel, ça ressemble par exemple au lac Assal à Djibouti, où vous êtes donc sur la côte, une mer peu profonde, chaude, qui en s'évaporant peut laisser derrière elle une croûte de sel. Donc on rentre vraiment dans un environnement de mer peu profonde et chaude. Et dans cette mer peu profonde vont se déposer des sédiments. Des sédiments vraiment les plus classiques. Si vous vous baladez autour de Briançon, vous allez essentiellement voir ces deux roches, ce gris un peu foncé du calcaire et ce gris beaucoup plus clair de la dolomie. Ça forme vraiment la multitude des principaux sommets autour de Briançon. Et dans ces calcaires et dolomies, on a d'autres traces de cette mer de faible profondeur. On a par exemple ceci, qui, si je vous pose la question, qu'est-ce que ça peut être? C'est compliqué. Il faut vraiment savoir qu'en géologie, comme dans beaucoup d'autres sciences, on a des spécialistes vraiment calés sur des sujets très très précis. Et notamment des spécialistes qui sont capables de vous dire, en tombant là-dessus, magnifique. Ce sont dans des sédiments, dans une mer peu profonde, on a tout simplement la trace de ce qu'on appelle la bioturbation, c'est-à-dire la vie qui va creuser un peu des tunnels dans les sédiments qui, au fond de l'eau, ne sont pas encore indurés. Et ces spécialistes sont même capables de dire, selon la forme du terrier, s'il s'agit plutôt d'espèces côtières ou de plaines abyssales et tous les intervalles au-dessus. Et en voyant ça, ils sont capables de dire, en tout cas ils pensent, ils ne sont pas tout à fait convaincus, c'est des hypothèses, que ça serait plutôt des terriers, sans doute de crustacés, de faible profondeur, qui vivent pas loin de la côte. Mais je vous avoue que c'est pas forcément... il faut les croire. Mais on a d'autres
objets qui sont déjà un peu plus percutants. Donc vous allez me dire, c'est pas plus simple que le précédent, mais quand même. Donc on a l'impression de voir des petites linéations superposées les unes par-dessus les autres. Ces linéations, dans l'actuel, c'est tout simplement ce que l'on appelle des stromatolites. Donc des stromatolites, qu'est-ce que c'est ? C'est des bioconstructions, donc c'est encore lié par la vie, de cyanobactéries. Donc vous les avez peut-être déjà entendus sous le nom d'algues bleues. C'est tout simplement donc des petits voiles algaires, donc de cyanobactéries, que vous avez déjà peut-être vus à côté de sources, notamment de sources d'eau chaude. C'est ce qui forme un voile vert assez visqueux et très très glissant sur lequel il ne faut absolument pas marcher. Et c'est l'une des premières sources, enfin l'une des premières vies sur Terre qui a notamment participé à l'atmosphère que l'on respire actuellement. Et ces petits voiles algaires qui s'installent du coup sur un petit relief ou totalement à plat vont capturer des petites particules de calcaire et vont être totalement encroûtées, formant ainsi un premier petit niveau. Et par-dessus cette petite croûte de calcaire qui se forme, un nouveau voile algaire qui va lui-même se faire encrouter. Par-dessus, un nouveau voile algaire qui va se faire encrouter, un nouveau voile algaire qui s'encroute, etc. On va avoir ces linéations qui se forment, ou petit à petit, ces champignons qui grossissent de plus en plus. Et ces stromatolites, on les retrouve vraiment dans des eaux salées, plutôt, chaudes, encore une fois, de faible profondeur. Donc tout concorde pour dire vraiment, on a une mer peu profonde qui s'installe. On a également d'autres fossiles d'algues vertes. Donc pareil, algues vertes, besoin de lumière, on ne peut pas les retrouver à moins de 3000 mètres de profondeur. Associés à ces sédiments vont se retrouver des structures qu'on appelle des failles. Vous voyez ici en haut un niveau repère qui se trouve décalé et plus haut. Vous avez une faille qui passe juste ici. Parce que si on passe d'un continent avec des belles forêts type tropical à maintenant un environnement de mer, il va falloir chercher une réponse. La réponse, ça va être des forces. Ce continent va commencer à subir des forces, on voit ces petites flèches, d'extension. Résultat de cette extension, le continent va s'étirer et va agir plus ou moins comme un véritable carambar. C'est-à-dire que si vous prenez un caramel que vous tirez dessus, ce caramel va s'étirer mais surtout s'amincir sur le centre. Et en s'amincissant, ça va perdre petit à petit de l'altitude, d'où l'arrivée de l'eau, de la mer et des sédiments qui se déposent au fond de cette dernière. Et si je vous ai montré juste avant la petite faille, c'est que la théorie du carambar est quand même un peu trop simpliste. Vous avez quand même des roches solides, bien dures, sur la croûte terrestre. Donc si vous tirez des roches, elles vont casser un petit peu, ça fera des petites failles qui vont elles-mêmes insister sur le mouvement de descente, donc d'approfondissement progressif de la mer. Donc c'est notre premier épisode. D'un continent, on passe à une mer peu profonde. Puis dans un deuxième temps, on va passer dans une mer encore plus profonde. Cette mer encore plus profonde, pourquoi ? Parce qu'à force de tirer sur le continent, on l'a déjà aminci, mais à force de tirer, on va le casser plus franchement. On va former de grandes failles qui vont traverser ce continent. On va avoir donc des blocs qui se forment et des blocs qui vont descendre le long de ces failles. Ces failles, ici, peuvent faire pour certaines plus de 2 à 3 km de long. Donc on a vraiment de grandes failles. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas tant le schéma dans sa globalité, c'est juste une petite portion. Regardez, on a un bloc ici à gauche, on a un bloc à droite, on a une faille qui passe ici, qui décale le bloc comme ça vers le bas. Donc on a vraiment cette forme caractéristique, et vu qu'on est en fond de l'eau, des sédiments se déposent par-dessus. Et les géologues sont capables de retrouver exactement la même forme
en montagne, notamment ici au lac du Vallon, au-dessus des cols d'Ornon, au-dessus de Bourdoisan, où vous avez le bloc ici à gauche, le bloc à droite, une faille qui passe comme ceci, qui a décalé le bloc vers le bas, et les sédiments qui se déposent par-dessus. Et on peut même imaginer que le ciel, ici bien bleu, c'était de l'eau à l'époque. Donc on retrouve exactement les mêmes structures que la théorie, les schémas. Et on retrouve bien sûr ces structures de manière plus complexe. Elles ne sont pas toujours aussi belles. Là, tout ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une faille qui passe juste ici et qui décale la partie centrale sur plusieurs centaines de mètres vers le bas. Mais vous voyez tout de suite qu'on rentre dans des choses bien plus complexes. Donc, on laisse les géologues là-dedans. Mais si vous souhaitez aller au Vallon-Logé, ça va être une vraiment très belle balade pour les marmottes, pour des reliefs glaciaires, vraiment malheureux. Oui, juste au-dessus de Vars. Donc en tout cas, dans un deuxième temps, l'extension continue, avec cette fracturation plus franche, ces blocs que l'on appelle des blocs basculés descendent, la mer est bien plus profonde. Puis enfin, on va parler d'océan. Donc à force de tirer sur le continent, le pauvre s'est élargi, aminci, fracturé, il va finir carrément par casser en deux. Résultat, on n'aura plus un seul continent, mais d'un côté on aura l'Afrique, de l'autre côté l'Europe, et entre les deux, on va avoir une fracture. Sur cette fracture, vont s'installer des volcans. Ces volcans, on en a vu des traces au Chenaillé, ici pris côté Montgenèvre. Ce Chenaillé, rappelez-vous, on est monté à la cabane des douaniers, on a vu la serpentinite, qui est tout simplement l'ancienne roche du manteau terrestre, ce qui normalement doit se trouver à 40 km au moins sous nos pieds, et qui se trouve plutôt sous forme de péridotite, une roche très granuleuse, très verte. Vous avez peut-être vu dans les caissettes juste à l'entrée, il y a des exemples de péridotite, mais qui au Chenaillé est un peu altérée, a subi ce qu'on appelle en géologie le métamorphisme. Elle a été hydratée et ne ressemble plus du tout à la péridotite initiale. Mais en tout cas, l'important n'est pas là. C'est en montant donc depuis cette cabane des douaniers vers le sommet, on passe donc vers des gros blocs progressivement, avec en dessous la serpentinite du manteau et au-dessus cette roche claire que l'on a appelée tout à l'heure le gabbro, visible dans ces éboulis de gros blocs. Le gabbro est la première des deux roches caractéristiques de la croûte océanique, qui se forme donc grâce à ces volcans sous l'eau au niveau de la dorsale. Et par-dessus, ces roches, les basaltes, très arrondis, qui sont le résultat de l'épanchement de la lave au fond de l'océan. Donc comment ça marche cet épanchement de magma? Le plus simple va être de voir une petite vidéo qui n'a pas été filmée au fond de l'océan, mais qui présente bien comment ça fonctionne. Donc ça a été filmé probablement au large d'Hawaï, où on voit du coup l'avancée d'une coulée de magma qui, sous l'effet de l'eau, de la pression de l'eau, va prendre une forme plutôt arrondie et qui, sous l'effet du refroidissement très rapide, une eau à quelques degrés Celsius, un magma à plus de 1200 degrés, va se refroidir instantanément et vous voyez une petite croûte qui se forme. Mais sous l'effet de la pression, le magma va casser cette croûte et continuer son avancée. Hop. Et va former progressivement des tubes. S'il y a beaucoup de magma, on forme un beau tube. S'il y a un petit peu de magma, on va juste former vraiment une boule. Et petit à petit, coulée après coulée, les tubes et les boules de magma vont petit à petit s'empiler les unes par-dessus les autres et tapisser vraiment tout le fond de l'océan. Donc on a vraiment au Chenaillé
ces traces de formation de basalte du fond de l'océan. On a vraiment fossilisé un petit fragment de fond d'océan et c'est ce que les géologues et les élèves du monde entier viennent voir au Chenaillé. Et cet océan, les géologues sont capables de le dater un peu indirectement. Parce que si on a de l'eau, on a de la vie, et avec la vie, des sédiments qui vont se déposer par-dessus les basaltes. On peut aller vers le rocher de la Perdrix, pas très loin du Chenaillé, où on va retrouver ces roches à gauche de l'image, très violacées, que le géologue va appeler une radiolarite. Donc ces radiolarites se déposent directement sur les basaltes ou sont incorporés entre diverses coulées de basalte. Donc ils arrivent vraiment en même temps que ces basaltes. Et dans ces radiolarites, les géologues sont capables de voir des fossiles d'un radiolaire qui est un foraminifère du plancton. Donc cette masse animale et végétale qui vit dans les premiers mètres des mers et des océans, qui sont ballottés au gré des courants et qui, une fois la mort de l'animal, va tout simplement décanter et se déposer au fond. Et les géologues sont capables de dater ces fossiles au Jurassique supérieur, c'est-à-dire il y a environ 160 millions d'années. Donc on est bien dans la suite de notre histoire. Après notre continent qui s'est étiré, aminci, craquelé, on est maintenant cassé en deux avec la naissance et l'expansion progressive d'un océan entre les deux. Et au même moment, juste un petit aparté, se dépose un peu plus proche des marges une roche caractéristique que vous avez sans doute tous vue, au moins en vous baladant en ville et en faisant un petit peu de patrimoine. Voici l'aspect brut, c'est pas forcément la plus jolie des roches, mais une fois taillée, polie, vous allez avoir le fameux marbre rose de Guillestre, plus un calcaire rose à ammonite pour le géologue, qui là est encore une fois, désolé, de manière brute, mais une fois bien polie, bien travaillée, vous avez une magnifique pierre de construction que vous avez sans doute vue un petit peu partout. Donc l'ammonite, semblable au nautile actuellement. Donc à ce point-là, deux continents, à droite Afrique, à gauche Europe, au milieu un océan, l'océan alpin qui faisait à peu près, selon les dernières estimations, environ 300 km de large. Puis, progressivement, on va chercher quand même à faire une chaîne de montagnes. Donc on va devoir faire disparaître notre océan, parce que visiblement autour de nous, il y a des montagnes, mais pas d'océan. On va donc chercher la mort de cet océan. Donc le phénomène géologique derrière la mort de cet océan, c'est l'Afrique qui remonte vers l'Europe. On quitte donc le chapitre divergence pour entrer dans le chapitre convergence. Et on voit cette Afrique qui remonte vers l'Europe. Et en remontant vers l'Europe, va forcer ce plancher océanique à passer en profondeur. C'est ce qu'on appelle la subduction. Mais du coup, ce plancher océanique s'est formé sous l'océan, sous quelques milliers de mètres d'eau. Mais ce plancher océanique va être emmené en profondeur, 10, 20, 30, 50, 70 km. Les roches qui étaient stables vers la surface vont subir des pressions très importantes en profondeur et vont se transformer progressivement. Et ces transformations, on va les regarder au Kéra, avec notamment une montagne emblématique du Kéra, le Bric-Boucher. Dans le Bric-Boucher, et surtout d'autres montagnes, vous pouvez retrouver des gabbros. Des gabbros qu'on reconnaît comme au Chenaillé, ces cristaux blancs laiteux, ces cristaux un peu brillants, mais ils avaient une couleur un peu verte au Chenaillé. Or ici, dans le Kéra, on aperçoit un début de couleur bleu sombre, plus visible sur cet échantillon suivant. Ce bleu sombre va même se retrouver dans les basaltes, qui étaient bien verts au Chenaillé, et qui ici, dans le Kéra, vont apparaître bien bleus, très sombres. Donc ce nouveau minéral, c'est ce que l'on appelle l'aglocophane. Et l'aglocophane, les géologues, joueurs, sont capables de s'amuser avec un peu ce type de document.
Donc à première vue, ça peut faire un petit peu peur. Donc il faut savoir que le principe derrière est tout simple. Qu'est-ce que c'est? C'est des géophysiciens qui s'amusent avec un petit bloc de roche. Ce petit bloc de roche, ils vont le mettre sous des enclumes à diamant pour simuler des pressions équivalentes de 0 à 75 km de profondeur. Et en même temps qu'ils appuient sur leur roche, ils vont la soumettre à des chaleurs avec un laser. Donc entre 0 et 1100 degrés Celsius. Et ils vont s'apercevoir que les minéraux soumis à de nouvelles conditions de pression et de température vont pouvoir se réorganiser les uns avec les autres dans certaines fourchettes de température. Par exemple, la glaucophane, le minéral bleu, avec le petit bloc, il faut des pressions équivalentes à 15 km jusqu'à 75 km et des températures entre 100 et 500 degrés Celsius pour que ce minéral commence à se former. Or, par exemple, le basalte s'est formé à la surface, c'est-à-dire à 0 km de profondeur, et à des températures, du coup il est refroidi, il est à 10 degrés, 20 degrés. Donc si on veut l'emmener à 15 km de profondeur, il va falloir imaginer un processus. Donc en tout cas, avec d'autres minéraux, le géologue peut même être plus précis. Ce basalte ou ce gabbro dans le Khéra, il sait qu'il est allé à une profondeur comprise entre 30 et 45 km à des températures entre 200 et 400 degrés Celsius. Donc on est dans des fourchettes un peu larges, mais quand même relativement précises. Et si on continue, on peut aller voir une autre montagne emblématique, le mont Viso. Et sur le Viso, on en parlait tout à l'heure, on retrouve une très belle roche, une éclogite. Sur cette éclogite, vous retrouvez cette couleur sombre, le bleu sombre, mais également des petits grenats très rouges et du vert jadéite. À l'origine, c'était un basalte ou un gabbro, mais on ne reconnaît absolument plus la roche. Et le géologue, toujours joueur, avec son petit morceau de roche, est capable de dire que pour transformer autant un basalte, il va falloir l'emmener dans des conditions comprises entre plus ou moins 45 et 75 km. Donc c'est-à-dire encore plus profondément. Donc avec ces roches dans le Khéra, sont vraiment illustrés ce mouvement où la plaque océanique est petit à petit engloutie en profondeur. On va avoir des roches qui étaient autrefois à la surface qui vont être emmenées à 10, 20, 30, 70 km de profondeur. C'est ce que l'on appelle la subduction. Puis petit à petit, on voit que tout le plancher océanique est passé en profondeur et que l'Afrique arrive contre l'Europe. On va enfin avoir ce qu'on appelle les Alpes, c'est-à-dire que l'on va avoir la collision. Cette croûte africaine arrive et on voit que la lithosphère continentale essaie quand même de descendre en profondeur. C'est comme si on simplifiait avec les mains. Vous avez ici mon bras, l'Afrique. Ma main, l'océan, et mon bras ici, l'Europe. Le plancher océanique passe en profondeur, c'est la subduction. Mais on voit que ma main, comme le plancher océanique, est attaché à l'Europe. Ça commence à essayer de tracter en profondeur le continent européen. Par contre, si le plancher océanique descend, c'est parce qu'il est suffisamment dense. Par contre, le continent européen n'est pas suffisamment dense pour s'enfoncer. Donc ça va se bloquer dans cette situation. Mais on voit que mon bras est quand même engagé sous le continent africain. Et si je continue à comprimer dans cette position, mon bras ici va se casser en petits fragments. Et si je continue à comprimer, ces petits fragments vont passer les uns sous les autres. C'est ce que l'on voit ici. Les fragments s'empilent les uns sous les autres. Mais du coup, en empilant des fragments les uns par-dessus les autres, on va épaissir, on va faire un relief, c'est la future chaîne de montagnes. Donc ce passage les uns sous les autres, c'est ce qu'on appelle des chevauchements, c'est visible sur le terrain,
Mais on n'a pas que des chevauchements, on a d'autres témoins. Témoins donc de cette compression. Donc on est ici au-dessus de Saint-Clément, avec une falaise, qui est vraiment également dans tous les livres. Cette falaise, on va en faire un petit zoom pour mieux voir. Cette falaise, on arrive très facilement à voir des couches de roches superposées les unes par-dessus les autres. Et si on suit ces couches de roches, on voit qu'elles sont plissées. Parce qu'en plus, lors d'une collision, les roches ne font pas que se casser, elles peuvent également se déformer et se plisser. Mais si vous plissez des roches qui autrefois sont à plat, vous allez quand même participer à l'épaississement. Donc un témoin de cet épaississement, les plis, qui sont à toute échelle. Ici, la falaise fait plusieurs centaines de mètres de haut, mais on retrouve des plis bien plus petits, qui font quelques centimètres, millimètres, dizaines de centimètres. Il y en a vraiment à toute échelle. Ici, on va s'intéresser un peu au col du Galibier depuis le Lautaret, où effectivement, on peut retrouver ces tout petits plis. Là, on est dans l'échelle de la dizaine de centimètres, mais on voit vraiment ce pli ici, ou celui-ci. Et enfin, l'autre témoin, le chevauchement. À première vue, c'est difficile de dire que la partie au-dessus du trait rouge est passée par-dessus, ce qui est en dessous. L'astuce du géologue, ça va être les âges des roches. Les roches se déposent les unes par-dessus les autres et formant des couches. La plus vieille est en bas, la plus jeune est en haut. Or, le Crétacé est plus jeune que le Trias. Donc l'une des solutions, c'est tout simplement de faire passer cette nappe de roche par-dessus celle d'en dessous. Donc c'est ce qu'on appelle le chevauchement. Ou autre témoin de ces chevauchements, c'est tout simplement le chenaillé. Le chenaillé, on a dit que c'est un petit fragment d'océan, ce qui veut dire qu'il a absolument rien à faire au sommet d'une montagne. Si on exclut le fait qu'il peut tout simplement être venu par-dessus. Parce qu'en dessous, ces falaises, c'est le continent, et le fragment de chenaillé a tout simplement été porté par-dessus le continent, un autre très bel exemple de chevauchement. On a donc sur la fin de notre histoire la collision entre Afrique, et plus précisément la microplaque italienne poussée par l'Afrique, avec l'Europe qui a épaissi un territoire, la future zone alpine. Et si on fait un petit résumé de tout ça, on a donc le début de notre histoire, un continent unique, la Pangée, qui va rentrer dans un chapitre de divergence. Ce continent va se trouver étiré, va se trouver aminci, une mer peu profonde s'installe. Cette divergence continue. Le continent va se fracturer en blocs, blocs qui coulissent et descendent les uns par rapport aux autres. La mer s'approfondit. Puis à force d'être tiré, le continent casse en deux. Afrique d'un côté, Europe de l'autre, et entre les deux, un océan qui s'installe, l'océan alpin. Puis ce chapitre de divergence se conclut. La convergence commence. L'Afrique remonte vers l'Europe. L'océan, le vert, va disparaître progressivement en profondeur, la subduction. Collision qui va donc arriver à la fin de notre histoire, et cette histoire est toujours en train de continuer. L'Afrique remonte toujours vers l'Europe, la collision est toujours, la compression est toujours d'actualité, mais également, dont on n'a pas abordé, qui ferait l'objet d'une conférence à elle toute seule, c'est l'érosion, qui après avoir épaissi, c'est comme si on prenait plusieurs paquets de pâte à modeler qu'on met les uns par-dessus les autres, il va falloir l'érosion, avec les glaciers, les torrents, qui petit à petit va modeler le relief tel qu'on le connaît, les Alpes actuelles. Mais revenez d'ici 10 millions d'années, les Alpes auront bien changé. On ne reconnaîtra plus du tout ce que l'on connaissait aujourd'hui. Donc voilà pour cette conférence. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Et si vous souhaitez poser un peu des questions, n'hésitez pas.